Et si, pour investir, l'intuition, ça ne suffisait plus. Aujourd'hui, on se penche sur une approche assez radicale pour bâtir un portefeuille pour 2026. L'idée, c'est de partir d'une stratégie plutôt simple et de la confronter à un algorithme. Et vous allez voir, le résultat est, disons, pour le moins surprenant. Allez, c'est parti. Bon, la question de départ, elle a l'air simple comme ça. Comment fait-on pour construire un portefeuille quand on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait? L'avenir est incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est justement ce casse-tête que l'analyse qu'on décortique aujourd'hui essaye de résoudre. Alors, avant de construire quoi que ce soit de solide, il faut d'abord connaître le terrain, n'est-ce pas? Il faut poser les fondations. On va donc jeter un œil rapide au paysage économique que les experts prévoient pour 2026. C'est vraiment le socle sur lequel toute cette stratégie a été pensée. Alors, sur quoi les analystes sont-ils à peu près d'accord pour 2026? Eh bien, sur plusieurs points assez clés. D'abord, une bonne croissance des bénéfices pour les grandes boîtes américaines. Ensuite, un sujet qui risque de faire parler, les tarifs douaniers. Et puis, côté technologie, on s'attend à ce que la frénésie des dépenses dans l'IA commence un peu à se calmer. Dans ce contexte, JP Morgan, par exemple, voit le S&P 500 aux alentours de 7300, 7400 points. Bon, maintenant que le décor est planté, passons à la stratégie elle-même. La première proposition concrète de l'analyse, c'est une approche qui porte un nom un peu curieux, la stratégie barbell. En français, on dirait une stratégie en haltère. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce nom. L'idée de base, elle est vraiment contre-intuitive, mais assez fascinante. En gros, oubliez le juste milieu, les actifs moyens. La stratégie barbell, c'est un peu comme si on construisait une équipe de foot avec uniquement des buteurs de génie et des défenseurs en béton armé, mais sans aucun milieu de terrain. D'un côté, on a donc le risque, la croissance à fond, et de l'autre, la sécurité, la stabilité à toute épreuve. Et voilà comment ça se traduit en chiffres dans la répartition de départ. C'est assez simple, 40% du capital est mis sur le pôle croissance, celui qui est tiré par l'IA, et les 60% restants vont dans le pôle défensif, celui qui est censé amener des revenus stables et prévisibles. Maintenant, mettons des noms sur ces deux pôles. Qui sont les joueurs? Eh bien, du côté des attaquants, on retrouve sans surprise les géants de la tech, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon. Eux, ils sont là pour la croissance. Et de l'autre côté, dans la défense, on a des piliers comme JP Morgan, Johnson Johnson ou encore le fameux Berkshire Hathaway. Eux, c'est pour la stabilité. Les pourcentages indiqués ici sont les poids de départ dans ce portefeuille. Mais attention, l'analyse ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. Une fois que ce plan de jeu est posé, on va le mettre à l'épreuve. On va le confronter à un modèle bien plus sophistiqué pour voir si on peut faire mieux. Et c'est vraiment à partir de maintenant que ça devient passionnant. Parce que c'est la question qui tue. Cette répartition initiale, est-ce qu'elle est vraiment optimale? Avoir un plan, c'est bien. Avoir le meilleur plan possible, c'est encore mieux. Alors pour le savoir, l'analyste a décidé de faire une chose. Confronter cette stratégie, basée sur l'intuition, à un pur algorithme d'optimisation. C'est l'homme contre la machine en quelque sorte. Que le match commence. Et cet algorithme, il a un nom. HRP pour Hierarchical Risk Parity. Pour bien comprendre, il ne faut pas l'imaginer comme un simple calculateur. C'est plus un stratège, un coach. Plutôt que de regarder uniquement quel joueur marque le plus de buts, lui, il va analyser comment les joueurs interagissent ensemble sur le terrain. Son but, construire l'équipe la plus solide, la plus équilibrée, celle qui a le moins de chances de s'effondrer en cas de coup dur. Alors concrètement, comment il fait cet algorithme? En gros, c'est une recette en 3 étapes. D'abord, il fait des paquets. Il regroupe les actions qui ont tendance à bouger de la même façon. Pensez aux entreprises de la tech, par exemple. Ensuite, il met de l'ordre dans tout ça pour que ces familles d'actions soient bien visibles. Et enfin, et c'est ça le plus important, il distribue l'argent. Mais il ne le fait pas au hasard, il répartit le risque de manière égale entre chaque famille. C'est une logique qui part du général pour aller au particulier, entièrement basée sur la gestion du risque. Ok, on a passé notre portefeuille barbell à la moulinette de cet algorithme HRP. Le grand moment est arrivé. Quel est le verdict? Qu'est-ce que la machine a décidé? Voyons tout de suite comment l'allocation a été complètement restructurée pour, en théorie, rendre le tout beaucoup plus solide. Et voilà le résultat. Et là, franchement, c'est un vrai séisme. Regardez bien les chiffres. L'algorithme a plus que doublé la part de JP Morgan et il a plus que triplé celle de Berkshire Hathaway. C'est énorme. Et à l'inverse, des poids lourds comme Microsoft voient leur poids quasiment divisé par 2. C'est un remaniement absolument spectaculaire. Mais alors, quelle est la logique derrière tout ça? Pourquoi un tel chamboulement? En fait, le raisonnement de la machine est assez simple. Il a considéré que les géants de la tech, ils se ressemblent un peu trop. Ils sont trop corrélés. Ça veut dire qu'en cas de tempête sur le secteur, ils risquent de tomber tous en même temps.
Pour éviter ça, pour diversifier réellement le risque, il a donc misé à fond sur des entreprises qui n'ont rien à voir, comme une banque et un conglomérat qui agissent comme un vrai contrepoids. Bon, tout ce remue-ménage, à quoi ça sert au final? Qu'est-ce qu'on y gagne? Premier bénéfice concret, et il est important, la volatilité du portefeuille est censée diminuer. Pour le dire simplement, ça veut dire que le portefeuille devrait moins faire les montagnes russes. Le voyage s'annonce en théorie un peu plus calme. Deuxième avantage, le rendement. Mais attention, le rendement ajusté au risque s'améliore. C'est ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Pour faire simple, ça veut dire que pour chaque unité de risque qu'on prend, on obtient un meilleur rendement potentiel. L'analogie de la voiture qui va plus vite en consommant moins, elle est parfaite pour ça. C'est plus efficace. Et enfin, troisième point crucial, le portefeuille ne mise plus tout sur quelques stars. Avant l'optimisation, les 5 plus grosses positions pesaient près de la moitié du total. Après, on tombe à un peu plus d'un tiers. Ça veut dire que le risque est bien mieux réparti. On a moins mis tous ses œufs dans le même panier, ce qui rend l'ensemble beaucoup moins fragile. Mais attention, et c'est très important, il n'y a pas de solution magique. Il y a toujours un revers à la médaille. Cette nouvelle stratégie a aussi ses points faibles. L'analyse est claire là-dessus. Par exemple, cette énorme concentration sur une seule valeur financière, GPM, pourrait être un vrai problème en cas de crise. Et puis, ce n'est pas une stratégie où l'on peut s'asseoir et ne rien faire. Non, elle demande de la discipline, avec un rééquilibrage à faire tous les mois. Et je le précise bien, ce que l'on fait ici, c'est décortiquer une analyse. Ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Au final, toute cette démonstration nous laisse avec une question assez fondamentale pour le futur de l'investissement. Faut-il faire confiance à l'intuition, à l'analyse humaine ou à la logique pure et froide d'un algorithme? Et est-ce qu'en pensant nous protéger, ces modèles mathématiques ne font pas que déplacer le risque, en créant de nouveaux angles morts, comme cette dépendance massive à une seule banque par exemple? Le vrai risque de demain, finalement, ce n'est peut-être plus celui qu'on croit.